TikTok. Et aussi, petit moment pub quand même, le service santé-sécurité de la FTQ a quand même une page Facebook, un groupe privé. Donc, si vous faites votre demande pour adhérer à Santé et sécurité du travail FTQ, ça va nous faire plaisir de vous admettre. Et là aussi, on partage beaucoup d'informations au niveau de la santé et sécurité. Donc, sans plus tarder, on va arriver à notre dernier bloc de la journée, donc qui est le panel sur la prévention en temps de COVID-19. J'ai le bonheur d'accueillir tout d'abord Julie Hébert, qui est avocate et responsable de la santé et sécurité au syndicat des métallos, qui va être une de nos panélistes, ainsi que Geneviève Barry-Gingras, professeure titulaire au département de relations industrielles à l'Université de Laval, donc qui est la dame au centre. Et au bout de la table, il y a Sophie Martin, qui est la nouvelle coordonnatrice du service santé et sécurité du SCFP. Donc, pour tout de suite se lancer dans le vif du sujet, la première question, ce serait: quelles leçons pouvons-nous tirer de la réponse des milieux de travail face à la pandémie? Je crois que c'est moi qui dois briser la glace. D'accord. Alors, bonjour, puis merci de m'accueillir. Je le fais avec beaucoup d'humilité parce que j'ai passé la pandémie dans mon bureau, bien à l'abri. Donc, je ne voudrais pas avoir l'air d'une gérante d'estrade qui dit aux autres ce qu'ils auraient dû faire alors que moi, j'étais parmi les privilégiés là, qui se sont le moins exposés. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ceux et celles qui sont allés au front, mais au front aussi pour protéger les autres, c'est-à-dire tous les délégués syndicaux, tous les membres de comité de santé et sécurité, tous les RP, tous les conseillers d'ASP, tous les chercheurs à l'IRSST, etc., qui ont parmi d'autres, tous les membres du réseau de la santé publique en santé au travail qui ont travaillé fort pour que des mesures adéquates soient implantées dans les milieux de travail. Donc, beaucoup de monde s'est mis à travailler très fort, puis même avant que les directives gouvernementales sortent, puis même avant que l'état d'urgence soit proclamé. Alors, merci à tout ce monde-là. Alors, quelles leçons on peut tirer de la réponse des milieux de travail à la pandémie? Bien, je dirais d'abord que les milieux de travail ont répondu parfois déjà avant même que les directives arrivent, puis ça à l'initiative d'acteurs bien réveillés qui avaient fait leur propre démarche pour essayer de trouver ce qu'il fallait faire face à ce nouveau virus, puis qui avaient la mémoire de ce qui s'était passé sur le SRAS en 2003 à Toronto. Et donc, par contre, la majorité des milieux de travail ont suivi ce qui venait d'en haut. Et puis là, je dirais que, étrangement, initialement, la pandémie n'a pas été vue comme d'abord un problème de santé au travail, mais un problème de santé publique. Alors que, bien, on a vu par la suite que une très grande part, sinon la majorité des éclosions se faisaient en milieu de travail, pas seulement dans la santé ou dans l'éducation, qui n'étaient pas comptées dans les statistiques d'éclosion en milieu de travail. Et donc, là, il y a eu comme deux logiques différentes qui ont dû se rencontrer, puis bien, la santé au travail la santé et la sécurité du travail, ça a pris du temps à ce qu'elle prenne sa place parce que bien, la logique de la prévention et du contrôle des infections, une logique plus médicale pour les infections qui sont transmises à l'hôpital, les infections nosocomiales, bien, ça ne fonctionne pas de la même façon que la santé et la sécurité du travail où le principe de précaution est intrinsèque à la loi sur la santé et la sécurité du travail. Ça veut dire qu'on n'attend pas d'avoir des preuves que, par exemple, ça se transmet par les aérosols, puis on protège, on préfère errer en protégeant trop éventuellement que l'inverse. Et donc, c'était vraiment la leçon qu'on aurait dû tirer du SRAS. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en santé et sécurité du travail, les travailleurs ont des droits. Ils ont le droit d'être représentés, de participer, de dire leurs mots. Puis leur participation est essentielle parce que, autrement, les mesures sont incomplètes, ne sont pas adaptées, ne seront pas appliquées pour toutes sortes de raisons. Par exemple, si vous êtes dans un entrepôt, on a vu par exemple des gens de l'entrepôt de Dolorama qui disaient respecter les quotas, puis en même temps, respecter la distanciation, ce n'est pas possible. Donc, si les travailleurs ne sont pas consultés, bien, les mesures risquent d'être inappropriées, puis l'organisation du travail ne sera pas mise
sera pas remise en cause. Donc, il y avait cet affrontement-là de deux logiques qui, ça a pris du temps, je dirais, avant que la CSST prenne sa place, et il a fallu certains rappels à l'ordre de la part de syndicats, entre autres, pour que, y compris dans des poursuites auprès du TAT, du tribunal administratif du travail, pour que le principe de précaution soit au moins partiellement appliqué. Et il a fallu aussi beaucoup de démarches pour que on comprenne que pour la rédaction de directives, bien, ça prenait l'avis pas seulement des employeurs, mais aussi des travailleurs. Parfois, ça s'est fait spontanément, mais dans d'autres cas, bien, ça s'est fait un peu sur le tard. Donc, je n'ai pas noté combien de temps j'avais. Je peux continuer encore un petit peu, merci. Je dirais que, donc, il y a eu une certaine difficulté, résistance à l'application du principe de précaution, puis à la révision des mesures préventives lorsqu'elles ne fonctionnaient pas. T'sais, on entendait souvent, mais on a tout appliqué les mesures, puis il y a des éclosions quand même. Quand on est dans cette logique-là, c'est facile de mettre la responsabilité sur les comportements individuels des travailleurs, y compris en dehors du travail. Et donc, c'est ça. Donc, je dirais aussi que ce qui était défaillant avant la pandémie les resté, puis a eu des conséquences encore plus graves. Je vais donner l'exemple du secteur de la construction où des toilettes sur les chantiers résidentiels, ça fait longtemps que c'est demandé, que c'est requis. Puis là, bon, finalement, elles sont apparues. Et donc, c'était nécessaire. D'autres défaillances qui existaient auparavant puis qui sont encore apparues avec plus d'acuité, c'est la problématique de la couverture pas assez claire des travailleurs d'agences de location de personnel, donc des responsabilités qui devraient être partagées dans le sens conjointe et solidaire et dédoublées entre les agences et les donneurs d'ouvrage. Je reviendrai sur les changements qui sont apportés par le projet de loi, par la loi 59, mais qui demeurent quand même encore insuffisants, mais c'est un progrès. Donc, je vais m'arrêter là pour tout de suite, mais je continuerai, je reviendrai plus tard sur la difficulté d'application de ce que vous connaissez, la hiérarchie des mesures préventives, c'est-à-dire de commencer le plus près de la source et de ne pas se limiter aux masques qui ne sont même pas ce qu'on pourrait appeler un appareil de protection respiratoire. Donc, je reviendrai sur ça par la suite. Merci. Merci Geneviève. Donc, Julie, si tu veux continuer. Merci. Bon après-midi. Puis je vais aller dans la même ligne que Geneviève là, pour débuter, avec l'immense respect que j'ai eu, moi, dans mon travail pour les personnes qui étaient sur le plancher dans les milieux de travail directement. Donc, moi, j'ai eu le privilège aussi de faire du travail à la maison pendant cette période difficile qui a été la COVID, mais de soutenir les gens qui étaient là, dans les différents milieux de travail. C'était tout un défi pour eux. Moi, la leçon principale que je retire, puis qu'on retire au syndicat des métallos, c'est le leadership et la prise en charge que les travailleurs ont eu. Geneviève en a parlé, là, mais dans la mise en place, dans l'application, dans l'élaboration des mesures par rapport à la COVID, c'est quand les travailleurs ont pris l'initiative avec leurs employeurs qu'il y a eu les meilleurs résultats, en fait. Puis là, sans vous faire un cours de droit de la santé et sécurité du travail, mais pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, on a ce qu'on appelle par la loi de 1979 qui, malheureusement, va être abolie. Là, on y reviendra évidemment plus tard quand on va parler de la loi 59. Mais on avait deux types de milieux de travail au syndicat des métallos. On avait les milieux de travail qui relevaient de ce qu'on appelle les secteurs prioritaires. Donc, des milieux de travail où on avait des représentants en prévention, des comités de santé et sécurité. Puis, c'est vraiment ce qu'on a vu, ces personnes-là qui se sont impliquées à la source pour implanter des mesures de prévention, de réduction des infections par rapport à la COVID, évidemment. On a vu aussi la prévention comme un levier d'action. Donc, ces personnes-là ont siégé sur des comités de santé et sécurité du travail. Ils ont été appelés à intervenir directement auprès des travailleurs. On a vu vraiment aussi une bonne collaboration entre les membres patronaux et syndicaux des comités de santé et sécurité. Donc, c'est vraiment ça la leçon qu'on peut en tirer de la COVID, c'est que quand on implique les travailleurs dans la prise de décision puis dans l'implantation des mesures de prévention, c'est là qu'on a des résultats, c'est là qu'on réduit les éclosions. On peut comparer à l'inverse avec
les milieux de travail où il n'y avait pas de mécanisme de prévention, bien souvent, on a eu une inaction fâchante de la CNESST qui renvoyait constamment la balle à la santé publique. Quand on se fiait sur la CNESST, on n'avait pas les réponses qu'on cherchait. C'était dangereux pour les gens. On avait des situations où il y avait évidemment des cas d'éclosion, puis la CNESST n'intervenait pas assez rapidement. Même au début de la pandémie, les inspecteurs refusaient de se déplacer dans les milieux de travail. Donc, évidemment, ça a causé de nombreux problèmes dans des milieux de travail qui n'avaient pas nécessairement les leviers de prévention comme les comités de santé et sécurité ou les représentants de la prévention. Donc, toute la question du leadership syndical ou du leadership des personnes qui sont formées pour intervenir directement dans un milieu de travail, ça, c'est assurément une leçon qu'on en a à retenir. Puis, Geneviève en a fait mention aussi, mais les rappels à l'ordre qu'on a eu à faire auprès de la CNESST, à dire, écoutez, là, il faut absolument intervenir dans ce milieu de travail-là. Le principe de précaution n'était pas nécessairement une priorité, malheureusement, de la CNESST, mais quand on avait des mécanismes de prévention en place, puis bien rodés dans les milieux de travail déjà, on peut penser à d'autres contaminants, exemple le beryllium, c'est un parallèle qui n'est peut-être pas évident à première vue, mais les usines ou les milieux de travail où il y avait déjà des mécanismes de prévention par rapport à certains contaminants qui étaient présents dans l'air, si on parle de ventilation, c'est sûr que ça facilite après le travail quand on vient implanter des mesures de prévention pour d'autres contaminants qui sont volatiles, qui se transmettent par l'air. Puis sinon, là, on a parlé aussi des comportements individuels ou structurels. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont tenté de blâmer les travailleurs en disant c'est parce que les travailleurs n'ont pas porté le masque qu'il y a eu une éclosion ou c'est parce que les travailleurs n'ont pas respecté la distanciation physique de 2 mètres qu'il y a eu une éclosion. Par contre, quand on regardait, effectivement, il y avait beaucoup d'employeurs qui allaient mettre de la pression sur les travailleurs. Là, on a fermé 2 semaines là, pendant le grand confinement, mais il faut rattraper la production qu'on a manquée pendant ces 2 semaines-là. Là, c'est évidemment que ça a mis de la pression sur les travailleurs. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est en prévention qu'on coupe les coins ronds en premier, malheureusement. Mais la leçon, je pense qu'il faut tirer, c'est vraiment le leadership, l'initiative syndicale en matière de prévention qui a fait toute la différence dans les milieux de travail par rapport à la COVID-19. Merci, Julie. Sophie? Oui, je n'étais même pas certaine que mon micro fonctionnait. Avant de commencer, là, même chose de mon côté. En fait, nous, au SFP, on représente beaucoup de gens de plusieurs secteurs différents, en fait. Et il y avait énormément de nos membres qui étaient au travail pendant la pandémie, plusieurs gens qui ne pouvaient pas bénéficier du télétravail également. Donc, beaucoup de gens qui étaient dans des milieux à risque, là, si on peut penser juste aux gens là, dans tout le secteur de la santé. Donc, effectivement, le chapeau à tous ces gens-là là, qui étaient dans les milieux de travail et qui étaient exposés le jour après jour, dans le fond, au risque de la COVID. Maintenant, juste pour faire peut-être un petit bout sur ce qui a été mentionné par Geneviève, puis soulevé aussi par Julie. Effectivement, je pense que la COVID a vraiment mis en lumière toutes les lacunes qui existaient dans les milieux de travail. Les lacunes au niveau de l'importance qu'on donne à la prévention, les lacunes aussi au niveau de la CNESST. Parce que si on se rappelle, là, en 2019, là, juste avant que la pandémie arrive, il y avait eu un rapport du vérificateur général, là, le rapport de la vérificatrice générale, qui avait mis en lumière, en fait, que la CNESST ne jouait pas un véritable rôle d'action au niveau de la prévention, puis que le Québec accusait de retard important en raison de l'inaction de la CNESST par rapport à ça. Ce rapport-là avait également soulevé le fait que la CNESST était très peu proactive dans le fond, par rapport aux risques latents ou émergents dans les milieux de travail, puis que la formation des inspecteurs était déficiente. Puis, tout ça, dans la COVID, on l'a vu. On a vu que quand on demandait aux inspecteurs de la CNESST d'intervenir, bien souvent, ils s'en remettaient uniquement à l'opinion de l'INSPQ ou des recommandations de la santé publique, alors que le rôle de la CNESST, c'est de prévenir à la source les dangers puis d'éliminer au maximum, dans le fond, le risque, ce qui n'était pas fait. On renvoyait la balle, dans le fond, ce qui avait été mentionné par l'INSPQ. Donc, tout ça pour dire que si on regarde la situation maintenant avec un peu de recul, puis par rapport aux leçons qu'on peut en tirer, bien justement, je pense que ça nous donne la leçon qu'il faut mettre la prévention à l'avant-plan.
Hein. Les gens, en tout cas, moi, je parle pour plusieurs milieux de travail. Souvent, les comités de santé et de sécurité qui sont en place ou les départements de santé et de sécurité travaillent beaucoup plus en réparation ou encore un peu au jour le jour, mais il faut vraiment travailler en amont, travailler à anticiper un peu les risques, puis d'instaurer surtout dans nos milieux de travail une véritable culture de prévention où l'objectif principal, justement, est de réduire les risques au maximum. Puis tout ça en étant guidé, justement, comme Geneviève et Julie le mentionnaient, là, par le principe de précaution qui doit guider, dans le fond, nos réflexions en matière de prévention. Ensuite, toujours un peu dans la même lignée de la prévention, je pense que c'est important de garder comme leçon qu'il faut faire vivre nos comités de santé et sécurité. Il faut faire des rencontres avec l'employeur, faut anticiper les équipements de protection individuelle. Est-ce qu'on a en quantité suffisante? On l'a vu dans le réseau de la santé, c'était déficient, puis ça a occasionné énormément de contamination des travailleurs. Toute la question de la ventilation aussi qui est important là, de continuer de faire des vérifications régulières sur est-ce que nos milieux de travail sont sains? Est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on a l'équipement nécessaire pour prévenir des contaminations éventuelles? Puis l'autre chose au niveau, je pense, des leçons qu'on peut retenir là, suite à la pandémie, c'est toute la notion de collaboration. Moi, je pense qu'on a vu que justement, les milieux de travail où il y avait une collaboration entre employeurs et syndicats, c'est les milieux où ça a permis de diminuer encore une fois les risques. Ces milieux-là qui travaillaient en collaboration ont eu à mettre en place, en fait, des méthodes au niveau de l'organisation du travail, faire des équipes qui ont moins de rotation. Tout ça dans un but, justement, de minimiser les risques. Et également, là, on a vu, je vous donne quelques exemples, mais dans le secteur des transports où les chauffeurs ont collaboré avec les employeurs pour mettre en place des idées pour limiter la contamination. C'est-à-dire, bon, ils vont passer par la clientèle pourrait passer par la porte arrière au lieu d'entrer par la porte avant. Donc, à ce moment-là, il y a moins de contamination possible entre le chauffeur et la clientèle. Donc, c'est tous des endroits où il y a eu une bonne collaboration entre employeurs et syndicats et où on a vu justement que ça permettait de limiter les risques de contamination. Puis finalement, autre leçon à tirer, utiliser, tant qu'à moi de ce que j'ai pu, mais utiliser les associations paritaires. Nous, dans les milieux, par exemple, dans le secteur municipal, où on a réussi à faire intervenir l'APSAM, qui est l'association paritaire là, du secteur municipal, on avait une plus grande collaboration de la CNESST. L'APSAM, qui est l'association sectorielle, en fait, paritaire, émerge de la CNESST, donc nécessairement a une bonne écoute avec la CNESST et en travaillant en collaboration avec ces organisations-là, on a réussi à faire mettre en place avec la CNESST des guides précis pour les employés municipaux au lieu que ces gens-là soient dilués un peu dans les recommandations globales qui étaient faites là, par l'INSPQ. Donc, ça serait pas mal de tout. Merci, Sophie. Donc, puis juste pour dire pour la salle, là, ça va être comme l'autre panel. Dans le fond, à la fin, il y aura une période de questions. Donc, juste notez vos questions, puis on va les prendre à la fin du panel comme tel. Donc, deuxième question. Avec la pandémie qui est toujours en cours, dans les faits, quels sont les aspects sur lesquels nous devons toujours être vigilants dans nos milieux de travail? Oui. Alors, ça me permet de revenir justement sur la hiérarchie des mesures préventives. Donc, la loi dit bien qu'il faut viser l'élimination du danger à la source. Là, on le voudrait bien avec la COVID. Donc, il y en aura d'autres pandémies, puis il y a quelque chose à faire par rapport à ça. C'est tout lié avec les changements climatiques, la mondialisation, la logique de faire produire ailleurs puis d'importer ici, la circulation de beaucoup de monde, y compris des travailleurs étrangers temporaires, etc. Ça, c'est des choses structurelles qui accentuent les risques de pandémie. Puis c'est clair, les syndicats, vous travaillez là-dessus, puis continuez parce que je pense qu'on va en avoir d'autres, des problèmes de ce type-là, là, très structurels et mondiaux là, avec les changements climatiques. Donc, élimination du risque à la source, pourquoi je parle de ça? C'est que là, on agit dans l'urgence alors qu'on aurait pu beaucoup mieux planifier. C'est-à-dire,
nos gouvernements avaient vu venir depuis plus longtemps. Puis il y a eu des occasions, comme je le disais, l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère à Toronto, à Montréal, pas à Montréal, mais à Toronto, où c'était la plus grosse éclosion qu'il y a eu hors de l'Asie à cette époque-là. Puis il y a eu un grand nombre de travailleurs de la santé là, qui sont décédés ou qui ont été infectés. Donc, planifier, voir venir, ce n'est pas dans la logique habituelle de l'entreprise où on est plutôt dans rechercher des rendements à court terme, etc. Puis dans le secteur de la santé où on fonctionne, puis dans les services publics où on fonctionne beaucoup à courte vue, en vue d'une réélection, etc., puis baisser les taxes et les impôts, etc. Donc, tiens, j'ai oublié d'enlever mon masque. Il y a une logique là, à remettre en question si on veut viser l'élimination à la source. Ça fait partie des leçons puis des choses sur lesquelles on doit être vigilant puisqu'on va revivre malheureusement un peu ce genre de choses-là. Si on la reprend, cette hiérarchie-là, je donne juste l'exemple du bruit pour la rappeler. Donc, on dit, bien, avant de penser à faire mettre des protecteurs auditifs aux gens, on va commencer par essayer de réduire le bruit, que la machine soit intrinsèquement moins bruyante. On va choisir le modèle le moins bruyant, où on va lui mettre un silencieux, on va limiter les vibrations, sinon on va l'encastrer ou on va mettre les travailleurs ailleurs, les isoler. Puis la dernière étape, quand tout ça, ça n'a pas été suffisant, puis en attendant que ça le soit, bien, on fournit des protecteurs auditifs qui sont efficaces et donc dont on peut vérifier qu'ils réduisent correctement le bruit. Et donc, pour la COVID, on peut faire la même chose. Bien, on peut éliminer le danger en prônant le télétravail. Ça a été fait, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ont été hésitants à maintenir le télétravail ou à l'implanter par le nombre élevé de plaintes qu'il y a eu à la CNESST là-dessus. Puis ça posera certainement des questions là, maintenant sur comment on fait pour faire la transition, qu'est-ce qui peut rester en télétravail ou pas. Puis il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans parce que ce qui était complètement impossible avant, c'est-à-dire le télétravail, des fois, c'était vu comme quelque chose qui ne se pouvait pas. Là, tout à coup, c'est devenu possible. Donc, c'est une leçon à retenir là, que la mobilisation, ça peut payer, puis le fait de tenir son bout en prévention, ça peut payer aussi. La deuxième étape, quand on part du haut le plus près de la source, c'est d'essayer de réduire l'exposition en faisant en sorte que le contaminant il sorte. Hein? Si c'était un contaminant chimique, on l'aspire à la source, on fait de la ventilation, etc. Bien là, avec la COVID, ça n'a pas beaucoup été fait. Dans les hôpitaux, dans les unités chaudes, etc., ça a été plus fait, mais en milieu de travail, améliorer la ventilation, c'est clair que c'est un problème déjà présent dans beaucoup d'endroits, dans les écoles, par exemple, dans les CHSLD où la majorité n'ont pas de ventilation mécanique, mais dans plein d'autres milieux de travail aussi, où est-ce qu'on pourrait faire de grands pas pour améliorer la qualité de l'air et ça nous aiderait grandement pour les prochaines pandémies qui, malheureusement, vont probablement venir. Donc ça, on voit qu'il y a eu de la difficulté dans les milieux de travail à passer à ça. Vous savez qu'il y a eu une grosse éclosion ici dans un gym dans la région de Québec et quand il y a eu des évaluations du système de ventilation, on a vu qu'il était largement en dessous de ce qui était nécessaire pour le genre d'activité qui était faite là puis la quantité de personnes qui pouvaient s'y rassembler. Dans notre hiérarchie des mesures préventives, ensuite, on passe à la protection collective. Donc là, j'ai donné l'exemple du bruit, ce serait d'encastrer la machine, d'isoler la machine, de l'encastrer. C'est un moyen qui a été assez spontanément utilisé, comme les panneaux de plexiglas, même si aujourd'hui, si on pense à la transmission par les aérosols, on peut se demander si c'est un moyen véritablement aussi efficace qu'on l'imaginait, parce qu'il y a eu beaucoup de plexiglas mis partout, mais c'était relativement simple. Autrement dit, quand c'est simple, peu coûteux, ça va assez vite. Alors que
investir dans un système de ventilation qui permet plus de changements d'air à l'heure et qui filtre avec des filtres HEPA et pas, bien, ça permet c'est une solution qui est permanente à long terme puis qui est beaucoup moins gênante. Puis même les anti-vaccins et les anti-masques, ils ne peuvent pas être contre une meilleure ventilation. Donc, c'est beaucoup plus aidant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la ventilation dans l'avenir. Dans notre hiérarchie, il y a ce qu'on appelle les mesures administratives, c'est-à-dire tout le travail qu'il y a à faire sur l'organisation du travail. Puis là, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de difficultés, de déficiences. Il y a eu des progrès qui ont été faits, comme espacer l'entrée au travail pour pas que tout le monde se ramasse dans le vestiaire en même temps, etc. Mais on a vu que, par exemple, dans les abattoirs, c'était difficile pour les employeurs de remettre en question le fait que les gens étaient tout collés, coude à coude sur les chaînes de découpe parce que c'est lié avec la quantité de production qu'on peut faire. Puis donc, ça, on voit que les changements à l'organisation du travail, les mouvements de personnel aussi, de faire passer les gens d'un site à un autre, ça a été aussi difficile à remettre en question. Dans un sondage de l'INSPQ auprès des travailleurs de la santé qui avaient attrapé la COVID, donc qui avaient été malades au début de la pandémie, entre 20 et 30 % rapportaient avoir travaillé dans plus d'une installation durant la période qui avait été étudiée, puis 10 % avaient travaillé dans 3 ou plus sites différents avant d'être malade. Donc, ça, c'est lié avec la précarité des emplois. Donc, tu acceptes le travail où est-ce qu'il se présente. Et puis aussi avec le manque de personnel qui fait. Donc, il y a un problème structurel à régler pour agir sur cette cause d'exposition au risque. Je termine avec 2 autres éléments de la hiérarchie des mesures préventives, c'est la formation, l'information, puis ensuite on arrive à la protection individuelle. La formation, bien, si on s'y prend très tard, bien, c'est difficile de former tout le monde. Puis là, on a vu que même dans le secteur de la santé, au moment où la pandémie est arrivée, il y avait des proportions importantes, jusqu'à 44 % des travailleurs qui avaient été atteints, qui n'avaient pas reçu de formation ou simplement juste de l'information affichée ou écrite sur les mesures de prévention et de contrôle des infections. Donc, c'est clair. Puis, il y a aussi l'aspect fit test pour le masque, donc les tests d'étanchéité pour les masques N95. Je termine avec la protection individuelle. Il y a eu évidemment beaucoup de débats sur le type de protection qui devait être requise. On doit s'entendre sur le fait que le masque chirurgical, ce n'est pas un appareil de protection respiratoire. C'est conçu surtout pour protéger les autres. En même temps, ça nous protège nous, mais pas de manière parfaitement efficace quand il s'agit d'aérosols, étant donné que ce n'est pas étanche, ça peut passer autour du nez, sur les côtés, etc. D'où l'enjeu du débat sur le type de masque, puis la nécessité de fournir une protection adéquate de type N95 ou supérieur pour les travailleurs exposés directement. Donc, par exemple, les travailleurs en zone chaude ou en zone tiède dans le secteur de la santé. Et puis là, ben, il a vraiment fallu qu'il y ait une bataille qui soit menée avec plusieurs acteurs qui y ont contribué, des chercheurs, et donc, ça montre des chercheurs, des gens de santé-sécurité qui rappelaient la logique de santé-sécurité et le principe de précaution. Et donc, ça montre à quel point c'est important la multidisciplinarité, le fait de recourir non seulement à la science médicale, mais aussi à l'hygiène industrielle, aux ingénieurs, aux gens qui étudient le comportement des particules dans l'air puis qui voient comment ça se distribue. Et la nécessité de comprendre l'activité réelle de travail, puis ça, c'est les travailleurs qui peuvent l'amener, et ça, leur voix a été portée par les syndicats. Merci. Donc, je donne la parole à Julie. Merci. C'est toujours intéressant de parler après Geneviève parce que j'entends les principes puis j'ai des exemples qui me viennent en tête spontanément. Mais je pense que la question
sur laquelle on va rester le plus vigilant au syndicat des métallos, c'est la question de la vaccination obligatoire puis du passeport vaccinal. Évidemment, nous, on se trouve entièrement dans les secteurs privés, pardon. Donc, probablement que Sophie va pouvoir traiter évidemment de la question pour le secteur public. Mais au secteur privé, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'employeurs qui se mettent à vouloir exiger la vaccination et ou le passeport vaccinal. Puis, ça touche directement à ce que Geneviève disait, là, qu'on met la responsabilité sur les travailleurs plutôt que d'appliquer la hiérarchie de prévention. Ça, c'est une question à laquelle on va rester évidemment très attentif parce qu'on ne veut pas que les employeurs se déresponsabilisent de prévenir à la source, évidemment. L'objectif étant de ne pas faire porter le fardeau sur les épaules des travailleurs alors que l'employeur aurait pu, exemple, assurer une meilleure ventilation des milieux de travail, décaler les heures de travail pour qu'il y ait moins de contact ou peu importe d'autres solutions qui auraient pu être mises en place sans nécessairement que les travailleurs aient à faire à appliquer, autrement dit, eux-mêmes les mesures de prévention, puis à se faire vacciner de façon obligatoire. Sinon, bien, on privilégie évidemment qu'on continue d'éliminer à la source le risque de contamination par la COVID. Puis le problème, en fait, avec le fait que les employeurs veulent exiger la vaccination, c'est qu'ils disent, parfait, on n'exige pas la vaccination, par contre, on va obliger le passeport vaccinal à l'entrée de l'usine. Bien, ça revient au même. Et puis, après, l'autre question, c'est que les employeurs, évidemment, ont payé pour des plexiglas, ont payé pour des masques, ont payé pour du Purell. Puis là, il y a une remise en question de est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à faire ça? Et tant qu'à nous, la réponse, c'est oui, parce que c'est les mesures de réduction des risques à la source qui ont fonctionné. C'est pas vrai qu'en imposant le passeport vaccinal demain matin aux travailleurs, qu'on va arrêter de mettre des mesures de prévention. Donc, il y a toute cette question-là sur laquelle il va falloir rester extrêmement vigilant. Puis, évidemment, tout l'aspect scientifique qui nous touche au quotidien, qu'on maîtrise peut-être pas quand... c'est pas évidemment notre sujet de recherche ou le truc sur lequel on porte le plus attention, mais tout ce qui a trait à la ventilation, exemple, peut-être qu'à terme, il faudrait se poser des questions sur l'organisation même de nos milieux de travail, sur comment on gère la ventilation ou l'absence de ventilation dans les milieux de travail aussi, évidemment. Puis, il y a aussi un gros défi qui est tout le maintien de l'adhésion aux mesures de prévention. Là. Donc, on sait, il y a ce qu'on pourrait appeler une fatigue pandémique où, évidemment, les gens, on est tannés, on a les mains écorchées de Purell puis les visages de masques, mais ça reste que c'est des mesures qu'on a privilégiées, qu'on a choisies collectivement, consciemment ou inconsciemment, là, mais qu'on a choisi de privilégier, qu'il va falloir maintenir évidemment, puis l'équilibre entre la prévention puis ce que je disais, là, de faire reposer la responsabilité sur les épaules des travailleurs. Puis on a vu aussi dans les milieux de travail là, beaucoup de clivages entre les travailleurs. Malheureusement, là, il y a eu une polarisation qui est indéniable. Je veux dire, ça prend pas. On peut faire un tour chacun sur notre page Facebook probablement pour voir de nos amis qui sont pour ou contre le vaccin, pour ou contre les mesures de prévention. Mais évidemment, ça entraîne des difficultés dans les milieux de travail. Puis ça, il faut rester vigilant. Encore là, en respectant les choix individuels puis les décisions de chacun. Mais cette fatigue pandémique-là, elle se répercute évidemment dans comment on traite ou comment, en fait, les travailleurs adhèrent ou n'adhèrent pas aux mesures de prévention dans leur milieu de travail. L'autre aspect sur lequel il faut rester vigilant, et puis encore là, c'est malheureux à dire, mais la loi 59 que la CAQ a votée il y a quelques semaines, bien, ça va réduire des protections dans les milieux de travail où on avait accès à des comités de santé et sécurité, à des représentants en prévention. Donc ça, il va falloir rester vigilant en s'assurant que nos gens sont formés, qu'on garde une certaine expertise des travailleurs, parce que selon moi, puis selon les recherches aussi qui ont été faites en la matière, là, mais il n'y a pas meilleur moyen d'assurer l'adhésion des travailleurs à des mécanismes de prévention que quand ils sont élaborés par les travailleurs. Pourquoi? C'est bien simple. C'est parce que c'est les travailleurs qui sont dans un milieu de travail jour après jour, qui connaissent leur milieu de travail, qui sont à même d'appliquer des mesures de prévention, de faire des recommandations à leurs employeurs. Puis ça, bien, ça assure une cohésion puis une adhésion des gens aux différentes mesures qui sont implantées dans un milieu de travail. Puis, évidemment, tenir son bout dans ce genre d'implantation de mesures-là pour les travailleurs, bien, ça peut payer dans le sens où l'employeur, à terme, se retrouve avec un milieu de travail où les travailleurs adhèrent aux mesures puisqu'ils ont participé à leur élaboration puis à leur mise en place. Et puis, évidemment, bien, on évite c'est plate à dire, mais c'est sûr qu'une entreprise, son but, c'est faire des profits. Donc, on évite des coûts à l'entreprise. S'il y a moins de cas de COVID, il y a moins de gens absents. C'est bénéfique aussi de faire de la prévention pour l'employeur même. Voilà. Merci. Sophie?
Sans vouloir répéter, dans le fond, ce qui a déjà été dit, mais effectivement, que je pense que ce qui, principalement, sur quoi on doit être vigilant pour le futur, c'est vraiment, premièrement, par rapport au maintien des mesures de prévention, que ce soit au niveau du maintien des équipements, du maintien de la protection, au niveau, là, soit des masques, des mesures de distanciation, parce que, comme Julie parlait, effectivement, actuellement, on le voit, les gens sont tannés, les gens sont fatigués, les gens veulent revenir un peu graduellement à leurs anciennes habitudes. Puis je pense qu'il ne faut pas lâcher la ligne à dire que si on ne veut pas justement faire des pas en arrière, bien, il faut maintenir la ligne que les mesures de précaution doivent être maintenues. Mesures de précaution, mais aussi mesures de formation. Geneviève en a parlé aussi. Maintenir les formations à jour, maintenir les formations des comités qui sont en place et qui travaillent en matière de prévention. Ça, c'est une chose qui va être très importante. Puis je pense que syndicalement, on doit être porteur de ce message-là, hein, d'encourager effectivement que c'est une obligation de l'employeur aussi, mais je pense qu'on a un rôle à jouer comme acteur syndical de propager un peu cette ligne-là, que c'est important de maintenir les mesures en place si on ne veut pas faire des pas en arrière. Maintenant, autre chose où il va falloir être vigilant, là, puis ça a été mentionné aussi par Julie, mais toute la question justement des divergences d'opinion à l'intérieur même de nos membres, parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont très polarisés, qu'on parle de vaccination, qu'on parle de masque, qu'on parle du passeport vaccinal. On a toutes sortes de gens dans nos rangs, toutes sortes de personnes qui ont des opinions différentes, mais on a un devoir de représentation à l'égard de chacun de ces membres-là. Puis, au final, ce qu'il faut tenter, c'est de concilier l'ensemble des opinions de ces gens-là pour avoir tout le monde un seul objectif qui est, dans le fond, qu'il n'y ait pas de contamination additionnelle. Donc, je pense que c'est un beau défi là, pour les syndicats de tenter là, de trouver une façon de concilier les divergences d'opinion de tous et chacun. Puis, autre chose qui va être à surveiller nécessairement dans les probablement prochains mois, années, toute la question de la santé mentale, je pense, par rapport aux conséquences de la pandémie. La pandémie a eu d'énormes répercussions à plusieurs niveaux sur la santé mentale de travailleurs pour plusieurs raisons. Il y en a que c'est parce qu'ils se retrouvaient en télétravail. Il y a toute la question de la conciliation travail-famille qui a été extrêmement difficile pour plusieurs personnes. Les gens qui ont vécu aussi des choses horribles dans les milieux de travail, qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je pense que dans les prochains mois, on va probablement commencer à voir ces répercussions-là. Il va falloir être vigilant, il va falloir protéger ces gens-là puis les défendre adéquatement. Merci. Donc, puis tu sais, on va passer à la troisième question, mais on est un peu en avance sur le temps, fait que si vous voulez élaborer, pas de stress avec les minutes. Donc, pour la troisième question, ce serait: quelles leçons devons-nous tirer de la pandémie et qu'est-ce que nous devrions surveiller pour l'avenir? Oui, merci. Bon, c'est sûr que je pourrais faire une liste de toutes sortes de petits points sur lesquels il va falloir être vigilant à l'avenir. Donc, par exemple, le télétravail, il faut s'assurer que ce soit fait dans des aménagements qui sont adéquats, faire appliquer le devoir général de prévention de l'employeur, y compris quand on est à la maison. Donc, c'est que les équipements, l'aménagement, les horaires, les exigences de productivité soient adéquates, tout ça. Je pourrais aussi parler de l'enjeu du partage des bureaux. Je pense que dans plusieurs milieux, les employeurs vont vouloir réduire leur coût de location ou leur coût d'infrastructure en rapetissant et en faisant partager des bureaux. Là, il y a tout l'enjeu de pouvoir ajuster son poste de travail, pouvoir se sentir à sa place, pouvoir avoir un vrai collectif de travail, donc du monde avec qui on peut être en contact sur une base régulière, qu'on ne soit pas un numéro là, qui est placé là n'importe quand. Il y a
Donc, certainement des enjeux d'avoir du mobilier bien conçu si c'est le fait. Puis ça se peut aussi que ça ne soit juste pas vu comme adéquat de partager son bureau. Donc, il y a aussi certainement des enjeux pour la solidarité syndicale avec tout ça, là, quand tout le monde, il y a du monde qui reste en télétravail, il y a des gens qui viennent, qui s'en vont, c'est pas les mêmes équipes tout le temps. Bon, c'est pas dans tous les milieux de travail que ça se peut, ça, mais je suppose que de votre côté, ça fera des bureaux, des discussions importantes. Je pourrais lister une série de sujets comme ça, mais je voudrais revenir à essentiellement trois choses. Le fait que la pandémie nous a montré que la santé mentale, ça fait partie de la santé au travail, que même les gens en télétravail pouvaient vivre des enjeux importants de santé mentale liés à leur travail, mais aussi que la peur de la COVID, d'être malade, de contaminer ses proches, etc., que ce n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger, c'est quelque chose qu'on doit, en anglais on dit adresser, ce qu'on doit traiter, dans le sens où on ne doit pas faire semblant que ça n'existe pas. Puis, j'ai entendu de l'argumentaire au sujet des appareils de protection respiratoire qui disait si on fournit des N95, les gens vont avoir peur. Ça va leur montrer que c'est dangereux, peut-être plus dangereux que c'est nécessaire, etc. Donc, c'était un argument pour résister à la fourniture pour les travailleurs de la santé de ces appareils-là. Mais en fait, ce que des études, même au Canada, ont montré, c'est que quand les travailleurs avaient le sentiment de ne pas avoir les mesures préventives qu'ils jugeaient adéquates, leur niveau les indices de dépression et d'anxiété étaient plus élevés que pour ceux et celles qui avaient l'impression d'avoir été respectés dans le sens qu'on leur avait fourni ce qu'ils pensaient avoir besoin. Donc, là, on peut toujours se dire, oui, mais peut-être qu'ils exagéraient dans ce qui est nécessaire, etc. Oui, mais l'effet est le même, là. L'effet est le même sur le plan de la santé mentale. Donc, ne pas en tenir compte, c'est un problème parce que ça aussi, ça peut rendre malade puis faire en sorte que les gens s'absentent du travail, etc. Là, je parle du point de vue de l'employeur. Donc, prendre en compte ces aspects-là, c'est toujours important, puis encore plus. Puis, je m'excuse, j'ai un blanc. Sophie, je m'excuse. Sophie en a parlé là, de tous les enjeux de santé mentale, puis je pense qu'il y a un atelier demain à ce sujet-là, mais c'est clair que ça doit être un objet les risques psychosociaux doivent être un objet de l'action syndicale, puis vous le faites déjà sans nécessairement le nommer, l'appeler comme ça. Mon autre élément, c'est d'abord comment tout est lié, c'est-à-dire les milieux de travail étaient tous, secteur privé, secteur public, déjà en partie fragilisés avant la pandémie. Fragilisés dans les services publics, tous les efforts d'en faire plus avec moins, puis par le fait qu'il y avait déjà des gens qui avaient quitté ces milieux-là parce que les conditions de travail étaient trop difficiles. Je vois la pandémie un peu comme le virus, un peu comme de l'eau qui s'infiltre dans les craques d'une roche, qui gèle quand c'est la pandémie, puis là, ça craque. Puis là, dans le fond, toutes les craques ont été envahies. Mais les craques avaient été causées par la fragilisation antérieure. Fait que il faut agir sur ces sources-là, les services publics fragilisés et puis des pénuries, entre guillemets, de main-d'œuvre qui sont en fait liées avec des conditions de travail qui sont insatisfaisantes, à la fois au niveau salarial, mais aussi au niveau des conditions concrètes de réalisation du travail, donc d'avoir l'impression qu'on ne fait pas bien son travail ou d'avoir une surcharge de travail, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont fragilisé dans les services publics, mais aussi dans le secteur privé. Puis là, on parle de pénurie de main-d'œuvre comme si c'était strictement un problème démographique, puis qu'on allait le régler avec l'immigration. Je n'ai pas de problème avec ça, mais les infirmières l'ont bien dit, les primes, les augmentations salariales, c'est important, oui, mais
il n'y a pas juste ça, il y a le temps supplémentaire obligatoire, puis il y a toutes les autres conditions, puis je pense qu'on pourrait généraliser à l'ensemble des milieux de travail. Les salaires, oui, mais aussi tout le reste des conditions de travail, puis pour moi, ça, c'est de la santé-sécurité. Je vais continuer en parlant, puis terminer en parlant de notre régime de prévention. Globalement, on ne pourrait pas dire qu'avec les 18 morts dans le secteur de la santé, puis les dizaines de milliers de personnes qui ont été contaminées dans leur milieu de travail, puis qui ont contaminé des proches, on ne peut pas dire que notre régime de prévention a été à la hauteur. Ça repose sur deux choses. Des failles, des faiblesses dans notre régime, par exemple pour les travailleurs d'agence, puis aussi le fait que toutes les dispositions au cœur de la loi, programme de prévention, programme de santé spécifique à l'établissement, comité représentant la prévention, ne s'appliquaient pas partout. On a eu plein de milieux de travail qui n'avaient jamais vraiment fait de prévention, puis qui tout à coup devaient, dans le fond, se mettre en branle. Puis qui n'avaient pas les habitudes ni les capacités, la formation pour bien comprendre ce que ça voulait dire. Bon, on y est allé, on a appliqué ce qui était obligatoire la plupart du temps. Donc ça, c'est des lacunes qui étaient intrinsèques à notre régime comme il était appliqué par manque de volonté politique, là, ça n'avait pas été étendu. Mais aussi, même si ça avait été écrit que tous les secteurs d'activité économique étaient priorisés, puis que tout s'appliquait partout, il y a aussi que c'est l'effectivité. Est-ce que ce qui est écrit, c'est appliqué? Puis là, bien ça, c'est aussi une volonté politique, c'est des ressources de la part de la CNESST, c'est des associations sectorielles paritaires dans tous les milieux de travail, puis c'est aussi bien, des syndicats qui prennent ça à bras-le-corps puis qui en font des priorités. C'est ça, je vais citer ma collègue regrettée, Catherine Lippel, pour laquelle il y a eu un hommage ce matin, qui faisait ce bilan-là que notre régime n'avait pas été à la hauteur là, dans une publication qu'elle a faite il y a quelques mois, plus tôt dans la pandémie. Donc, il y aura certainement à maintenir des mobilisations pour que les mesures qui vont s'appliquer dans les secteurs qui vont nouvellement être couverts à la suite de la loi 59 soient à la hauteur des enjeux qui s'en viennent devant nous. Nouvelle pandémie, changement climatique avec des épisodes de canicule plus fréquents, toutes sortes de changements, des maladies qui migrent vers nous, des transitions vers d'autres secteurs d'activité économique pour des activités qui vont devoir changer parce qu'il faut décarboniser notre économie, etc. Donc, puis, ben, entre autres, c'est clair que ça va prendre plus d'inspecteurs de la CNESST. Ils ont fait beaucoup de travail, ils ont fait beaucoup d'inspections. Ils ont été obligés d'en faire beaucoup par téléphone ou par visio, j'imagine. Et puis, en Ontario, ben, il y a un syndicat qui s'est plaint de ça devant les tribunaux et la décision du tribunal, ça a été d'exiger qu'ils aillent sur place faire des visites là, sur le terrain parce qu'ils voient des choses que tu ne vois pas si tu parles au téléphone ou tu es en visio. Et donc, c'est clair que ça va prendre plus d'inspecteurs pour faire vivre le nouveau régime puis pour faire vivre les mesures préventives pour les autres enjeux de type pandémique ou autres qu'on aura devant nous. Donc, je voudrais dire que dans plusieurs cas, les mobilisations ont payé pendant cette pandémie, puis que ben, c'est aussi la leçon positive, je dirais, qu'il faudrait retenir. Merci. Merci, Geneviève. Julie? Oui. OK. Prends ton tasque. La leçon principale que je retiens, je l'ai déjà dit, je vais peut-être me répéter un peu, je m'en excuse, mais c'est vraiment le paritarisme qui a fonctionné. Le rapport de force qu'on peut avoir syndicalement avec un employeur quand on s'assoit dans un comité de santé et sécurité puis qu'on dit voici, il y a un risque et voici comment on souhaiterait que vous interveniez. Quand on se base, entre autres, sur les recommandations de l'INSPQ qui ont été faites, quand on collabore à la rédaction puis à l'élaboration des guides de la CNESST qui ont été mis en ligne. Moi, la leçon que je souhaite qu'on retienne, c'est
de reconnaître l'expertise puis les connaissances des travailleurs quand elles sont mises à contribution dans un milieu de travail. Je pense que c'est primordial qu'on se dise que les travailleurs, ça a été les acteurs clés de l'instauration des mesures de prévention puis de la lutte contre la COVID-19. Valoriser aussi toute cette expertise-là qui s'est développée dans la dernière année et demie. On a des gens qui ont fait preuve d'un leadership incroyable, qui ont été capables de mettre en place des solutions qui ont été rapides pour penser à toutes sortes de solutions pour un problème auquel on n'avait jamais fait face dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas définitivement pas à cette hauteur-là. Une autre leçon, évidemment, qui est importante à retenir, c'est que la collaboration va toujours valoir mieux que la coercition dans ce genre de cas-là. Les endroits où on a eu à intervenir de force, si on veut, c'est vraiment pas les endroits où on a eu les meilleurs résultats, alors que quand les travailleurs étaient consultés puis mis à contribution, c'était complètement autre chose. Une autre leçon qui est peut-être moins positive, celle-là, c'est la difficulté de faire bouger la CNSST dans les cas dont on a fait mention, là, mais de continuer la bataille, évidemment, pour le paritarisme, pour que l'expertise des travailleurs puis leur rapport soient reconnus par la CNSST, mais aussi par les employeurs. Puis aussi, Geneviève a parlé de mobilisation, mais évidemment que l'action directe, ça a payé. Les liens avec le plancher, la relation de confiance que les travailleurs ont entre eux avec leurs syndicats, c'est ça qui a été le plus bénéfique dans la plupart des milieux de travail. Puis, on dit souvent, métallo, c'est pas dans un bureau que ça va bouger, évidemment, parce que c'est sur le plancher que ça se passe avec les travailleurs qui sont directement impliqués. Quoi qu'on reconnaisse aussi l'expertise, entre autres, de l'INSPQ, parce qu'on s'y est fié beaucoup, là, mais dans un milieu de travail industriel, c'est les gens sur le plancher, c'est les gens dans le milieu de travail qui s'impliquent, qui font changer les choses. Puis aussi, un point peut-être plus à la limite philosophique, là, mais le confinement, ça a affecté énormément de personnes d'un point de vue santé mentale. Au métallo, ça nous a moins retouché parce que dans nos secteurs de travail, les gens sont retournés travailler assez rapidement. Par contre, on voit aussi qu'on en a des enjeux de santé mentale si on pense à toutes les modifications qu'on a eu à faire dans nos routines, dans nos habitudes de vie. Geneviève parlait, entre autres, des travailleurs qui ne se croisent plus. Bien, si on a décalé des horaires de travail, par exemple, qu'on a, peu importe, il y a toutes sortes d'aménagements qu'on a pu faire, bien, ça a eu un impact sur la santé mentale des travailleurs. Il ne faut pas penser que ça a été juste un impact, bien juste. Oui, il y a eu des impacts pour les personnes qui ont été confinées, mais ça a aussi eu des impacts pour les gens qui travaillaient. Puis probablement que Sophie pourrait en parler longuement pour les gens du secteur de la santé, là. Mais toutes les conséquences que ça a pu avoir pour les personnes dans les milieux de travail, les risques psychosociaux. Puis là, mon point de vue philosophique, c'est que faut arrêter de penser que la santé mentale, ça affecte seulement certaines catégories de personnes. La santé mentale, c'est un enjeu de société qui touche l'ensemble des travailleurs, travailleuses, peu importe dans quel milieu de travail ils sont, dans les milieux industriels, secteur public, secteur privé, peu importe. Donc, voilà. Merci. Sophie? Par rapport aux leçons qu'on peut tirer de la pandémie, moi, ce que je retiens principalement, qu'il faut garder en tête pour l'avenir, c'est que je pense que ça a mis en lumière que dans l'analyse de tout risque, il faut garder en tête justement le principe de précaution. Je pense que cette notion-là était un peu oubliée, là, on ne s'en servait pas tant. La pandémie a mis en lumière l'importance de ce principe-là. Puis le meilleur exemple, je pense que c'est vraiment les masques N95, là, où les gens dans le secteur de santé ont dû amener ça jusque devant les tribunaux pour avoir gain de cause. Parce qu'on se souvient que l'opinion de la santé publique, c'était justement que c'était pas nécessaire comme mesure, que c'était peut-être une mesure qui était trop grande pour protéger la santé et sécurité, que le simple masque là, était adéquat. Et le tribunal, quand il y a eu à se prononcer sur cette question-là, qui a eu à analyser la véritable question, c'est-à-dire c'est quoi le devoir de précaution, c'est quoi le principe, quand on applique ce principe de précaution-là, c'est quoi la meilleure décision qu'on devrait prendre? Bien, les tribunaux ont ordonné le port du masque N95. Ça a pris des semaines, des mois, et imaginez à quel point on aurait pu probablement éviter de multiples contaminations si cette mesure-là avait été mise en place au départ. Donc, je pense qu'il faut garder en tête justement ce principe-là. Puis là, on parle le risque de la COVID, mais c'est la même chose pour n'importe quel autre agent chimique ou contaminant ou peu importe. Donc, je pense que, puis en même temps, quand on applique ce principe-là, bien, ça nous permet de faire une certaine différence entre justement des recommandations scientifiques
où le niveau de preuve exigé est un peu plus grand versus au niveau du principe de précaution. Puis quand on applique ça devant les tribunaux où là, on parle de plus de prépondérance. Est-ce qu'il y a plus de chances que je sois contaminée si je n'ai pas d'N95? Bien, la réponse est oui. Donc, on va y en donner un masque de cette nature-là. Fait que je pense que, en tout cas, dans les principales leçons qu'il faut garder en tête, je pense qu'il y a cette notion-là qui était peut-être un peu plus banalisée. Autre leçon, je pense qu'on l'a vu, l'importance de travailler en amont, c'est-à-dire dans l'organisation du travail, dans le maintien des équipements de protection, un peu de prendre du recul puis d'essayer d'anticiper un peu le risque qui n'est pas tout le temps évident. Là, jamais personne n'aurait pu prévoir, je pense, une pandémie. Là. Quand c'est arrivé, je pense qu'il n'y a personne. Si quelqu'un avait dit que ça allait durer 2 ans, je pense qu'il n'y a personne qui l'aurait cru, là. Moi, la première. Mais donc, je pense qu'il faut garder en tête justement qu'il y a des choses comme ça qui peuvent survenir, puis d'anticiper un peu ça dans les milieux de travail, au niveau de l'organisation du travail. Et au niveau des éléments à surveiller là, pour le futur, dans le fond, moi, je parlerais peut-être du retrait préventif où on a fait quand même une grande avancée au niveau juridique sur cet aspect-là. C'était des dispositions, en tout cas, je ne sais pas, peut-être plus Julie qui l'utilisait, mais nous, dans nos lieux de travail, des retraits préventifs contaminants, je parle là, spécifique, là, pas retrait préventif femme enceinte ou qui allait, mais vraiment retrait préventif contaminant, c'était plus ou moins utilisé. Il y a eu beaucoup de recours qui ont été faits par rapport à cette notion-là et il y a quand même beaucoup de décisions des tribunaux qui ont appliqué le retrait préventif contaminant. Ça va être à surveiller parce que, bien entendu, que la CNESST a eu le mandat de porter la totalité de ces décisions-là en révision. Donc, alors qu'on voyait que les tribunaux appliquaient le principe de retrait préventif contaminant pour la COVID, on venait de dire que la COVID, dans le fond, était un contaminant et que si il y avait un risque parce que les gens étaient immunosupprimés, par exemple, si ces gens-là, ça les plaçait dans une situation précaire, mais il y avait droit au retrait préventif. Les tribunaux l'ont appliqué quand même favorablement et là, la CNESST a décidé de porter l'ensemble de ces décisions en révision. Donc, on va voir dans le futur, dans les prochaines semaines, j'allais dire, je suis optimiste, dans les prochains mois, le résultat de ces décisions-là et de voir là, à quel point, comment ça va être interprété, mais j'ose croire là, que cette disposition-là va continuer à pouvoir s'appliquer puis qu'on va pouvoir justement appliquer ces principes-là dans d'autres cas de contaminants pour tous les gens là, qui ont des conditions personnelles, qui sont immunosuppressés. Là. Donc, oui, je voulais revenir justement sur la question du retrait préventif parce qu'on n'en avait pas parlé encore, mais oui, dans les secteurs industriels, on s'en servait un peu, mais ça a été... je vais juste utiliser le mot qui me vient en tête, ça a été flabbergastant de voir comment la CNESST avait aucune idée de comment gérer ces dossiers-là au début. Dans le fond, le retrait préventif, évidemment, là, on ne passera pas à travers les critères, mais il y a un des critères qui dit qu'il faut qu'il y ait une preuve de l'altération de l'état de santé du travailleur. Puis dans tous les dossiers que j'ai eu à traiter, puis je vois que Sophie hoche de la tête, j'imagine que c'est la même chose, mais c'est sur ce critère-là que la CNESST refusait des dossiers. Puis ce que le TAT et le tribunal administratif du travail est venu nous dire, c'est que ça ne prend pas une preuve que le travailleur a une altération de son état de santé, ça serait absurde. Ça viendrait contrecarrer complètement l'objectif de prévention de ce recours-là. Donc, ce que le tribunal est venu nous dire dans les décisions, puis ce qu'on espère qu'il va être confirmé pas dans les prochaines semaines, mais assurément dans les prochains mois ou années, ce qu'on espère que les tribunaux supérieurs vont venir nous confirmer, c'est que l'altération de l'état de santé, il faut que ce soit un risque d'altération pour l'état de santé et non une preuve d'altération de l'état de santé, parce que là, ça n'aurait aucun bon sens de demander à un travailleur, on va te retirer préventivement de ton état de travail, mais prouve-nous que tu as déjà été affecté par la condition. Tu sais, ça ne fait pas de sens. Donc, ça, c'est les dossiers qu'on traite, je pense, le plus en ce moment, c'est des retraits préventifs de travailleurs qui auraient pu être exposés à la COVID-19. Puis, évidemment, quand on parle de ça, on a peut-être l'image des exemples des travailleurs du secteur de la santé, avec raison, à juste titre, parce qu'ils ont eu le plus de contact avec des personnes infectées. Mais on peut penser, par exemple, à des secteurs industriels où une personne immunosupprimée est en contact avec des collègues de travail qui n'avaient pas de possibilité d'avoir des mesures de distanciation physique, de réduction des risques à la source ou autrement. Bien, ces personnes-là étaient autant en danger parce que pour elles,
même une exposition potentielle puis pas prouvée à la COVID, bien, ça aurait pu être mortel. Donc oui, les retraits préventifs des travailleurs exposés à des contaminants, ça va continuer d'être un dossier d'importance là, parce qu'on en a de plus en plus. Puis avec les délais de traitement des dossiers à la CNSST, c'est malheureux à dire, mais en ce moment, on est en train de traiter des dossiers de mars 2020 au début de la pandémie quand les gens ont été retirés du travail. Donc on peut imaginer que ça va prendre du temps. Par contre, c'est assurément une leçon qu'on va tirer pour l'avenir à se dire si jamais il y avait à y avoir une autre pandémie de cette ampleur-là, bien, on sera prêt, on aura les décisions des tribunaux, puis on pourra faire valoir les droits des travailleurs à ce moment-là dans peu importe quel autre contexte on se trouvera. Mais oui, la question du retrait préventif est très importante dans le contexte de la COVID. Puis si je peux ajouter là-dessus, dans le fond, Annie, tu nous as dit qu'on avait le temps. Mais en fait, oui, si on a une prochaine pandémie, mais pour l'application de n'importe quel autre contaminant qu'on pourrait, tu sais, moi, quand j'avais fait des recherches, j'avais vu la H1N1, dans le temps, ça avait été considéré aussi comme un contaminant. Fait qu'on va pouvoir transposer ces dispositions-là à plein d'autres cas d'espèces. Puis, en fait, juste si je peux me permettre, mais on s'entend, là, les dés étaient jetés déjà d'entrée de jeu sur l'application de la CNESST qui allait en faire parce que même sur leur site Internet, c'était écrit que c'était impossible de faire une réclamation, une demande de retrait préventif contaminant en matière de COVID. Ils disaient, bien, faites un droit de refus. Mais là, dans le fond, ils référaient les travailleurs-travailleuses au mauvais recours parce qu'ils ne voulaient pas avoir à gérer ça. Puis effectivement, l'excuse qu'il fallait que ce soit la COVID qui ait altéré l'état de santé, mais ce qu'on disait, c'est parce que si la COVID a altéré l'état de santé, on ne demande pas un retrait préventif, on va faire une réclamation pour une lésion professionnelle. Fait que l'objectif du retrait préventif, il aurait été trop tard pour l'appliquer, là. Donc, mais on voyait là, déjà d'entrée de jeu, quand c'est apparu, ils ont tout de suite mis leur position claire sur leur site pour diriger les travailleurs vers un autre recours, là. Puis de là, toute l'importance de l'action syndicale qu'on a pu faire dans les milieux de travail, parce que possiblement qu'un travailleur qui aurait consulté le site de la CNSST, il aurait pu être porté à croire, à se fier sur l'information que la CNSST diffusait, alors qu'il existe un recours qui, effectivement, il y avait très peu, sinon pas de jurisprudence sur le retrait préventif. Bien là, on est en train de taper la traîne en bon français pour avoir plus de recours pour des gens qui auraient accès à ce retrait préventif-là, qui n'auraient peut-être pas eu l'information autrement que par leur syndicat, avec de l'action syndicale encore là, des représentants, puis un accès là, aux tribunaux facilité pour les travailleurs syndiqués. Bon, je ne sais pas si Geneviève, tu veux rajouter? Okay. Donc, on va pouvoir prendre les questions de la salle et de ceux qui sont en virtuel. Puis ici, moi, j'ai pris plein de notes. Vous m'allumez quand vous parlez, fait qu'au pire, je vais avoir quelques questions. Mais je vais donner la priorité aux personnes assises dans la salle. Donc, c'est le moment de vous rendre au micro. Mon Dieu, le café vous a pas assez réveillé? Bonjour mesdames. Je peux comprendre que l'employeur utilise le principe de précaution pour pouvoir obliger les employés à se vacciner. Mais dans les textes, le même employeur dit ceci: celui qui dispose d'un motif valable et justifié, il peut s'exempter de cette obligation de se vacciner. Ma question, l'employeur est-il tenu de nous dire, parmi ses employés, ceux qui ne sont pas vaccinés? Si oui, moi qui suis employé et vacciné, ai-je le droit d'utiliser le même principe de précaution pour dire à l'employeur, je ne veux pas donc travailler à côté de cette personne? Ça, c'est ma question. Bien, je peux tenter de répondre. En fait, le principe de précaution, ce n'est pas simplement justement l'employeur qui doit l'appliquer, mais c'est les travailleurs aussi. Puis ce qu'on dit, c'est qu'on revendique le droit dans le fond, au devoir de précaution. Maintenant, pour votre question plus précisément sur est-ce qu'on pourrait demander à l'employeur de divulguer quels sont les employés vaccinés ou non? Je ne crois pas. En fait, c'est un renseignement personnel qui donc non, on peut pas, on peut ni forcer un employeur à nous divulguer, mais autant que
qu'on ne pourrait pas forcer les autres travailleurs avec qui vous travaillez à vous transmettre l'information s'ils sont vaccinés ou pas. Maintenant, est-ce que vous, exemple, comme travailleur vacciné, vous pouvez dire, bien, moi, je ne veux pas travailler, donc en évoquant le principe de précaution, je ne veux pas travailler avec un autre employé qui est non vacciné. Je pense que la question est plutôt l'employeur doit, dans tous les cas, assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Maintenant, la vaccination, on le sait, la vaccination, c'est important. Est-ce que c'est la seule clé? Non. Donc, l'employeur conserve l'obligation de vous protéger. Et est-ce que par cette obligation-là, il peut justement mettre en mesure des mesures de précaution, de l'équipement de protection, des mesures barrières, faire en sorte que, dans le fond, que les employés soient vaccinés ou pas, les obligations de l'employeur demeurent les mêmes et il doit quand même maintenir les mesures les mesures barrières qui sont recommandées puis qui n'ont pas été éliminées par la vaccination, là. Donc, j'irai comme ça. Bon, moi, je ne suis pas juriste, là, donc je ne peux pas donner une réponse juridique à ça, mais tantôt, je parlais de la hiérarchie des mesures de prévention. Ce qu'il faut rappeler aussi, là-dedans, la vaccination, si elle était parfaitement efficace, ça rendrait puis que tout le monde était vacciné ou suffisamment de gens pour qu'il n'y ait pas de probabilité qu'il y ait de la contamination, bien, ça rendrait le virus inoffensif. Hein? Donc, on serait très, très proche de la source, mais en fait, chaque mesure préventive a des limites. Et puis, c'est pour ça qu'il faut les superposer. Vous avez sûrement vu le modèle du fromage suisse, hein, où on accumule des tranches de fromage en espérant que les trous ne soient pas au même endroit, puis que même si le virus est réussi à passer une barrière, c'est la même chose pour les erreurs. Quand vous voulez effacer un fichier sur votre ordinateur, il vous demande « Êtes-vous bien sûr? » Bon, bien, ça, c'est une mesure, c'est une barrière supplémentaire qu'on a rajoutée. Donc, l'idée, c'est que, oui, il y a la vaccination, mais là, ça se promène encore pas mal, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens vaccinés. Puis, on le sait que même vacciné, on peut faire la maladie sans être symptomatique ou en l'étant, éventuellement. Donc, il faut conserver toute une série de barrières. Et puis, ben je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que Sophie disait, c'est-à-dire que l'employeur doit maintenir des mesures de prévention en sachant que la vaccination, ce n'est pas 100% efficace. C'est nécessaire, de mon point de vue, j'encourage les gens à se faire vacciner, mais ça ne sera pas suffisant tant qu'on n'aura pas éradiqué la COVID, puis je ne sais pas quand est-ce que ça peut arriver. C'est déjà arrivé avec d'autres maladies, mais on n'en est pas là du tout. Voilà. Donc, la nécessité de superposer les couches de protection, puis c'est sûr que ça veut dire qu'on va vivre avec la fatigue COVID. Là. C'est d'autant plus important d'agir sur la ventilation, par exemple, parce que là, vous faites sortir le virus, vous le diluez, vous le filtrez, il y en a moins dans l'air. Les gouttelettes, elles retombent plus vite, donc on maintient le nettoyage des surfaces, etc. Puis dans plusieurs circonstances, bien, on maintient le masque, etc. On verra l'évolution des mesures, mais ventilation, ça me semble être un instrument clé pour l'avenir pour ce type de risque-là. Si je peux me permettre, Annie, le seul bémol que je ferais peut-être, par exemple, c'est peut-être pour les gens immunosupprimés, justement, ou si cette personne-là est, par exemple, réussit à démontrer à l'employeur que par sa condition, elle a un risque plus grand, même en respectant les autres mesures, d'être contaminée ou que justement la conséquence pour cette personne-là d'être contaminée est plus grande. À ce moment-là, je pense que l'employeur devrait, mais là, on le traite plus en accommodement tant qu'à moi, là, mais devrait accommoder ce travailleur-là pour limiter les risques, faire en sorte peut-être qu'il ne soit pas en contact justement avec des gens qui ne seraient pas vaccinés et qui pourraient accroître son risque de contamination. C'est la seule peut-être différence que je ferais là, à ce niveau-là. Merci. Oui?
Notre section locale, justement, avec toutes nos usines, on s'était interrogé là-dessus si on pouvait demander. Puis exactement, on a fait faire avec une firme d'avocats, une firme d'avocats, je ne donnerai pas de nom, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, Sophie. Que si personne vraiment, même si elle est vaccinée, qu'elle a un gros risque quand même de le pogner, que l'employeur devrait accommoder la travailleuse qui serait, mettons, qui a une difficulté. Merci. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Oui. Je vais donner priorité à Charles-Édouard, puis après ça, on prendra la deuxième. Annie, je m'appelle Marc-Édouard. Excuse-moi. Je te taquine. C'est une question qu'un syndicat des techniciens de scène m'a appelé ce matin puis m'a autorisé à vous poser. Donc, on parle de l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, le Théâtre du Nouveau Monde et le Centre Bell. Alors là, ces trois employeurs-là, bon, ils ont émis des directives, bien entendu, demandant aux membres techniciens de scène la preuve du vaccin vaccinal, du passeport vaccinal, je m'excuse. Donc, il y a certains membres qui refusent pour des raisons, bon, je dirais plus éthiques, idéologiques, d'adhérer. Puis on a des membres aussi qui s'opposent également à la notion de demander un passeport vaccinal. Et là, entre autres, deux de ces trois employeurs-là offrent, c'est-à-dire des tests express. Donc, ils renoncent temporairement à leur droit de demander le passeport vaccinal, mais ils exigent en contrepartie des tests express auxquels certains de nos membres s'opposent. La question, c'est est-ce que, selon vous, on a matière à quelque chose? Parce que là, il y a des gens qui s'organisent pour déposer des griefs à cet égard-là parce qu'ils ont été retournés chez eux et privés de leur travail et de leur rémunération. Ou est-ce que, bon, je ne veux pas influencer, ou est-ce que le devoir de précaution ne vient pas entrer en ligne de compte dans cette situation-là? Oui. Marc-Édouard, quand on a imposé ou quand on a eu l'annonce de l'imposition du passeport vaccinal, c'était très clair que c'était pour les services essentiels, pour les services non essentiels, pardon, puis que les services essentiels, les gens allaient garder accès à ces services-là sans besoin de montrer le passeport vaccinal. La position qu'on a adoptée au syndicat des métallos, puis là, évidemment, il y a des divergences. Chaque syndicat se gouverne selon les mandats qu'il reçoit de ses membres et selon sa direction, bref. Mais le passeport vaccinal, on ne peut pas l'exiger pour acheter son pain. Alors, pourquoi l'exiger pour le gagner? Dans le sens, on comprend qu'il y a certains employeurs qui sont tentés de réduire les mesures de prévention, la hiérarchie des mesures de prévention puis du principe de précaution. Par contre, il y a clairement une atteinte aux droits fondamentaux quand on demande à quelqu'un de présenter un passeport vaccinal. Puis là, il y a évidemment toutes sortes de distinctions qui se font. Puis là-dessus, de la jurisprudence, il n'y en a aucune. Hein. Fait qu'on est vraiment dans une situation sans précédent. Par contre, si on part du principe que le passeport vaccinal était à la base une mesure qui était recommandée pour les services non essentiels et non les services essentiels, puis qu'on considère que le droit d'une personne de gagner sa vie, c'est évidemment quelque chose d'essentiel, on peut se poser la question, puis là, est-ce qu'on a matière à déposer des griefs ou pas? Je pense que ça dépend de chaque organisation, comment elle va prendre sa position. Moi, je donne celle qu'on a prise au syndicat des métallos, puis nous, on a décidé qu'on allait défendre nos membres dans ce genre de recours-là. Et puis encore là, c'est idéologique, plus que juridique, là, dans le sens où on convient que c'est important la vaccination, on encourage nos membres à se faire vacciner. Par contre, on a un problème quand les employeurs utilisent une mesure de santé publique à leur avantage là, pour contraindre les travailleurs à se faire vacciner, entre autres. Donc, voilà pour ça. Ensuite, est-ce que les tribunaux vont décider qu'il y a une atteinte au droit ou pas? Là? Bon, il y a tout un test en étapes qui n'est pas nécessaire de relater ici dans son ensemble, là, mais il y a des questions à se poser sur, entre autres, la hiérarchie des droits fondamentaux par rapport au droit à la vie, à la sécurité de sa personne versus le droit, entre autres, de subvenir à ses besoins, de gagner sa vie, puis la confidentialité du dossier médical. Ça, c'est des questions qui auront à être tranchées par les tribunaux qui ne l'ont pas été, puis que il y a des griefs qui commencent à être déposés justement dans ces genres de situations-là, là. Mais combien de temps ça va prendre avant qu'on ait une décision? Ça, c'est une toute autre question, là, parce qu'on peut s'imaginer qu'il va y avoir beaucoup de recours juridiques en cette matière-là. Mais en fait, c'est ça,
C'est des questions dont on ne connaît pas encore vraiment la réponse. L'autre chose aussi, c'est que je considère que toutes les questions sur la vaccination, ce n'est pas nécessairement des questions qui découlent de la santé et sécurité à proprement dit, là, dans le sens que nous, dans notre service, ce n'est pas tant notre service qui a analysé toute la question de la vaccination, c'est beaucoup plus le service juridique parce qu'on parle justement d'atteinte au niveau de la charte. Maintenant, moi, de ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, ce n'est pas tous les milieux de travail, ce n'est pas tous les employeurs qui pourraient exiger une vaccination obligatoire. Parce que justement, cette exigence-là doit être justifiée compte tenu de plein d'autres droits, là. On vient en confrontation du droit à la vie privée, du droit à son intégrité physique. Nécessairement qu'un employeur ne pourra jamais contraindre physiquement une personne à aller se faire vacciner. Il n'amènera jamais de force. Donc, maintenant, quand il impose des mesures parce que la personne refuse de se faire vacciner, bien là, c'est là que va devoir être analysée toute la question, est-ce que l'employeur était justifié d'exiger cette vaccination-là dans le contexte de son entreprise? Et là, bien, on s'entend que c'est pas mal du cas par cas. Donc, oui, il y a probablement des griefs, des recours qui pourraient être faits, mais je considère que chaque milieu de travail va être un cas indépendant, puis que oui, les grands principes demeurent les mêmes, là, c'est les droits fondamentaux qui se confrontent, mais c'est dans l'application là, qu'on va pouvoir vraiment éventuellement donner plus de réponses. Là. Il y a une autre question qui se posait aussi, la question de quand il y a un tiers entre l'employeur et le travailleur. Si je prends l'exemple des travailleurs en fly-in, fly-out, le gouvernement fédéral a annoncé qu'à partir du 1er novembre, pour voyager, ça prenait absolument une preuve de vaccination. Mais les travailleurs en fly-in, fly-out, ils n'ont pas d'autre option de se rendre à leur milieu de travail que par avion. Donc, on vient indirectement faire ce qu'on ne pouvait pas faire directement parce que l'employeur dit, ben écoutez, moi, j'ai l'obligation de vous faire voyager de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au milieu de travail. Puis, on nous impose là, par l'aéroport de Montréal une preuve de vaccination quand on voyage, que ce soit pour le travail ou pour tout autre motif. Donc, ça, c'est sûr qu'il va y avoir aussi des questions d'accommodement à ce niveau-là qui vont se poser vraiment bientôt. Mais je voulais amener là, la question des tiers. Ça peut se poser aussi, exemple, pour les agents de sécurité qui leur employeur n'est pas physiquement présent dans leur milieu de travail, mais l'agent de sécurité travaille, exemple, dans un hôpital, bien là, c'est sûr qu'il y a un intermédiaire entre l'employeur, l'agence qui emploie l'agent de sécurité, puis son milieu de travail où il offre sa prestation de travail qui, lui, cet autre employeur-là, ce tiers-là, exige que les gens soient vaccinés. Donc, il y a plein d'autres questions plus complexes aussi. Là, je comprends qu'on parle d'une question où il y a un public là, dont on exige le passeport vaccinal pour assister à des représentations et autres. Donc, c'est une petite nuance que je voulais apporter aussi par rapport à la question. Merci. Donc, on a une autre question. Jules Alain, du syndicat de l'emploi et de l'immigration au Canada, bureau 10 426. J'ai un blanc. Bon, ça va revenir. Oui, présentement, aidez-moi à répondre à les questions de mes membres. Justement, c'est pour cette raison que je suis ici. J'ai eu des membres qui travaillent de la maison. Certains ont eu de la COVID, d'autres n'en ont pas. Et l'employeur n'avait pas d'obligation de leur demander de passer, d'avoir un passeport vaccinal pour prouver qu'ils ont été vaccinés. Aujourd'hui, ils travaillent toujours de la maison et à distance. L'employeur dit, vous devez tous vous vacciner. Ma question, est-ce que l'employeur est en train, tout simplement, de jouer le jeu des politiciens? Est-ce son rôle? Comment moi je peux répondre à quelle est la portée de l'acte de cet employeur qui oblige un employé à se vacciner alors qu'il travaille encore à la maison? Donc, est-ce le rôle de l'employeur de l'obliger? Est-ce que l'employeur n'est-il pas en train d'accompagner le gouvernement dans sa politique? C'est ces questions que je me pose. Et j'aimerais avoir des réponses pour répondre à mes membres. Je ne peux pas vous donner d'opinion juridique. Là, malheureusement, je ne connais pas tous les faits. Je vous invite peut-être à consulter un avocat si vous avez des questionnements, mais de façon générale, là,
on considère que le passeport vaccinal il est pour l'accès à des services non essentiels, puis travailler, ben, c'est pas dans les catégories de services non essentiels pour lesquels on pourrait l'exiger. De prime abord, si la personne est en télétravail, là, il n'y aurait pas non plus d'exigence justifiée, comme Sophie disait tantôt, d'exiger le passeport vaccinal. Donc, encore là, sans vous donner d'opinion juridique, mais de façon très générale, ça me semblerait être la réponse appropriée à votre question. On a une autre question? En ligne? Allons-y. La question vient d'Olivier Boutotte du SFP 3187. J'ai entendu des rumeurs que la vaccination pourrait s'étendre au-delà des infirmières, entre autres dans le milieu d'enseignement. Avons-nous des données probantes ou bien c'est uniquement des rumeurs? Vaccination obligatoire, infirmières et milieu hospitalier. Bien, en fait, dans le secteur de l'éducation, effectivement, là, il y a eu des rumeurs. Je pense que les rumeurs ont commencé à partir du moment où le directeur de la santé publique a demandé aux employeurs de recueillir le statut vaccinal de chaque personne qui travaillait dans le milieu de l'éducation. La réponse qui a été donnée par la santé publique, c'est que c'est justement uniquement à des fins statistiques et non dans le but d'en venir à une vaccination obligatoire. Maintenant, ça, le futur nous dira. Là, pour l'instant, on n'a pas d'indication plus précise à l'effet que ça va être exigé dans le secteur de l'éducation, mais il n'y a rien qui dit non plus que finalement, ça ne sera pas imposé dans un futur décret. Là. Merci. Question micro. Bonjour, Dominique Bélan, du syndicat des employés professionnels et de bureaux, section locale 574. Je salue particulièrement Mme Barry-Gingras, qui s'est intéressée au fameux dossier des bancs en matière de travail. Celles et ceux qui me connaissent ici savent que ça a été un combat d'à peu près 5 ans. Je vais clasher, je ne vais pas parler de vaccination, moi. Ça fait que ça va peut-être amener un autre beat. On l'a vu, la COVID a fait exploser le télétravail. Et par contre, en télétravail, un sujet qui a été tellement important, mais tellement difficile à combler pour les personnes travailleuses, c'est mon préambule, c'est l'ergonomie. L'ergonomie au travail, là, ça a été complètement boité avec la COVID, puis avec l'avènement du télétravail. Il y a pourtant la loi sur la santé et sécurité au travail qui a un article précis là-dessus, c'est l'article 51. Il y a pourtant le règlement sur la santé et sécurité au travail, entre autres le fameux règlement 170 sur lorsque la nature du travail le permet, des chaises et des bancs doivent être mises à la disposition des travailleurs. On s'entend télétravail égale nature du travail, puis il y a d'autres exemples matériels aussi là-dedans. Il n'y a pas que les bancs, pas que les chaises, mais il y a plein d'autres exemples là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire respecter le concept de responsabilisation de l'employeur en matière d'ergonomie en télétravail? C'est quoi votre opinion là-dessus? Qui se lance? Moi, je ne connais pas assez bien le droit là, pour être capable de vous expliquer jusqu'où ça peut aller. Bien, je peux peut-être, Julie, tu compléteras si jamais, mais moi, ce que je vois en ce moment, c'est justement tout le débat entre la responsabilité de l'employeur et la responsabilité du travailleur qui découle du télétravail. Et là, comment ça commence aussi toute cette histoire-là, là, c'est que d'emblée, il y a beaucoup d'employeurs qui véhiculent le fait que le télétravail, c'est un privilège. Mais non, le télétravail n'est pas un privilège. Le télétravail, c'est une condition de travail. Donc, qui dit condition de travail dit négociation entre les parties. Donc, je pense que tout ce qui est télétravail doit être encadré dans des politiques de télétravail. Et quand je parle de politique de télétravail, je ne parle pas de politique d'employeur de télétravail. Parce qu'effectivement, on l'a vécu, nous autres, beaucoup dans le secteur municipal où les employeurs rédigeaient eux-mêmes, là, sans consulter personne, des politiques en matière de télétravail où ils venaient justement
se déresponsabiliser totalement en disant aux gens, bien, vous devez vous assurer que votre bureau est conforme, que vous avez regardé le vidéo YouTube sur l'ergonomie, que vos coudes sont à 90 degrés, que votre chaise est adaptée. Mais là, on s'entend là, que tout ça, là, pour le commun des mortels, là, puis je suis la première là, on est sensibilisé là, à l'ergonomie, puis dans les premières semaines de télétravail, je me suis complètement scrappé, dans le sens que bon, c'est des beaux principes, mais on ne les applique pas nécessairement. Donc, tout ça pour dire que dans les politiques qui découlaient de l'employeur, souvent, on remettait toute la responsabilité sur les travailleurs de justement veiller à éviter de se blesser. Puis, leur justification était basée sur l'article 49 de la loi qui dit que le travailleur doit contribuer à l'élimination du danger, blablabla. Donc, je pense que la clé ici, c'est vraiment justement de véhiculer le message que le télétravail est une condition de travail, que les politiques en matière de conditions de travail doivent être négociées entre les parties et qu'il s'agit là justement d'un partage entre les responsabilités de l'employeur. Oui, le travailleur a certaines obligations en matière d'adaptation de son poste de travail. Oui, c'est correct de les sensibiliser à certaines conditions, mais je pense que c'est important de ne pas véhiculer le message que c'est leur responsabilité si éventuellement ils se blessent. Hein? Puis justement, c'est à l'employeur à fournir les moyens pour que cette personne-là ne se blesse pas. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. Je pense que c'est notre rôle comme syndicat à suivre ces politiques-là, à contester les politiques qui sont unilatérales, qui sont faites uniquement par les employeurs, puis justement à venir rétablir l'équilibre un peu là, au niveau de la responsabilité qui appartient à l'employeur et au travailleur. Merci. Julie ou Geneviève? Parfait. J'ai une question en ligne, puis après ça, je vais prendre Jean-Du. Question d'Éric Buisson, Unifor 510. Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la position des panélistes sur les demandes d'accommodement religieux. De quelle manière le prouver, la bonne foi, en lien avec la non-vaccination et la COVID-19? Je n'ai pas compris la question. Là, la position des quoi? Des panélistes sur les demandes d'accommodement religieux. Fait que ça doit être plus au niveau fédéral où là, il y a une ouverture de faire une demande qui a été annoncée pour les accommodements religieux au niveau de l'obligation vaccinale. Là. Je ne sais pas si l'une d'entre vous… Bien, je pense que tout accommodement va découler de la charte. Puis, honnêtement, je pense que sans avoir le cas d'espèce, on ne peut pas se prononcer. C'est impossible d'avoir une opinion sur est-ce qu'il doit y avoir un accommodement quand on ne connaît pas les faits. Chaque cas est d'application différente. Comme je le mentionnais plus tôt, la base demeure la même, c'est-à-dire que c'est un droit fondamental. La vaccination obligatoire vient brimer ce droit fondamental-là et maintenant, dans l'analyse légale que les tribunaux vont devoir en faire, est-ce qu'on doit accommoder la personne ou pas? Bien, c'est les faits du dossier qui pourraient nous indiquer quelle réponse on doit donner. Je pense qu'on ne peut pas se prononcer sans connaître les faits. Là. Merci. Pour nous, au syndicat des métallos, de façon générale, on a adopté la position qu'on allait respecter le libre choix de nos membres de se faire vacciner ou pas, que ce soit pour des motifs religieux ou autres. Donc, par rapport à l'obligation d'accommodement spécifiquement sur un motif religieux, je ne me prononcerai pas. Par contre, notre position générale est à l'effet qu'on allait respecter le libre choix de nos membres, mais peu importe qu'elle ait choisi de se faire vacciner ou pas. Je sais qu'Unifor a pris, entre autres, une autre position là, pour la vaccination obligatoire, entre autres, de son personnel, qui est tout aussi justifiable. Chaque syndicat prend ses orientations encore là selon son membre, puis selon ses membres, pardon, puis leur direction. Mais nous, notre position, c'est ça, c'est libre choix pour les membres. Merci. Jean, puis après ça, j'ai une autre question en ligne. Permettre de m'adresser à vous, Jean Dussault, retraité du service santé-sécurité, mais qui ne sera jamais retraité du dossier santé-sécurité. J'écoutais la question du confrère là-bas tantôt sur la question de l'aménagement des postes de travail à la maison. En quelque part, début des années 2000, il y a une commission scolaire, celle de Saint-Hyacinthe, pour ne pas la nommer, qui faisait des assignations temporaires à la maison.
Là, on ne parlait pas de télétravail, là, on allait porter des boîtes de documents à une personne chez elle pour qu'elle fasse un tri des documents. Puis quand c'était terminé, bien, il apportait un autre boîte. Le syndicat, la réaction du syndicat, ça a été de dire, bon, c'est parfait, c'est une assignation temporaire, ça devient un lieu de travail, donc vous allez vous occuper de l'entretien, de l'aménagement, et ainsi de suite. Ça a mis fin au télétravail. L'employeur, dans la loi santé-sécurité, il y a l'obligation d'aménager un poste de travail sécuritaire. Moi, je pense que la façon de s'en sortir de celle-là dans un contexte de pandémie, c'est la négociation. Il prend des directives tout seul, de son côté, en pensant détenir la vérité. Je pense qu'il faut s'en méfier grandement. À écouter les discussions, il y a une autre réflexion qui m'est venue sur la question de l'obligation de vaccination. Il y a quelques décennies, c'était la grande mode chez les employeurs, la détection de l'usage de drogue. Et là, ce que les tribunaux ont décidé, parce que là-dessus, on a des décisions, ce que les tribunaux ont décidé, c'était toujours la question, il ne faut pas que ce soit une contrainte excessive. Autrement dit, pour le pilote d'avion, ça peut aller. Mais pour le commis d'épicerie qui remplit des tablettes avec des canettes, ça ne va pas. Je me demande si dans la jurisprudence, je ne suis pas un juriste, là, mais dans la jurisprudence qui est sortie à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas des enseignements à tirer sur la question de l'obligation vaccinale? Bien, clairement, en fait, je pense que toute la question justement de la notion d'exigence professionnelle justifiée, là, toute la jurisprudence qui va découler de ça, on va pouvoir la transposer, puis ça va nous permettre d'analyser est-ce que dans ce milieu-là, l'employeur est en droit d'en faire une exigence professionnelle et est-ce que cette exigence professionnelle-là peut être justifiée, justement. Fait que oui, sans avoir vécu cette situation-là dans le passé, toute la question de, justement, c'est un super bon exemple là, des politiques en drogue et alcool, puis du dépistage, là, des dépistages systématiques qu'ils faisaient. Là. Effectivement, je pense que toutes ces notions-là vont pouvoir se transposer, puis on va être en mesure d'adapter justement les arguments au cas de la vaccination. Merci. Oui, j'ai deux réactions à vos réflexions. L'exigence justifiée, oui, mais l'employeur a aussi l'obligation de prendre la mesure qui est la moins attentatoire aux droits des travailleurs. Donc ça, encore là, ça va être dans l'analyse des critères dont on a parlé tantôt. Ce n'est pas nécessaire de repasser sur l'ensemble des critères, mais nécessairement, les tribunaux auront aussi à se pencher. Puis c'est là que les mesures de prévention sont d'autant plus importantes. Pourquoi obliger un travailleur à se faire vacciner si on peut mettre des plexiglas, obliger le port du masque, le lavage de mains? Il y a d'autres choses qu'on peut faire dans un milieu de travail avant de forcer un travailleur à se faire vacciner. Donc, c'est encore là à être analysé par les tribunaux. Mais oui, tout à fait, le parallèle avec les politiques drogue et alcool est fortement pertinent. Deuxième chose, sur l'ergonomie puis les milieux de travail, je ne suis pas intervenue tantôt parce que je faisais encore ma réflexion, mais dans la nouvelle loi 59, on vient maintenant insérer un article qui considère le lieu où s'effectue du télétravail, donc on ne parle pas nécessairement d'un domicile, mais le lieu où s'effectue du télétravail comme un lieu de travail. Donc, peut-être que ça va donner lieu à d'autres situations comme ça. Encore là, probablement que les employeurs vont encore tenter de faire reposer la responsabilité sur les travailleurs, là. Mais à tout le moins, on aura des moyens pour faire agir et respecter les droits des travailleurs qui sont en télétravail là, avec cet article-là aussi. Merci. Merci. Donc, on avait une question en ligne. Pierre Tremblay, sachant que la vaccination n'empêche pas la contamination, les employeurs ne devraient-ils pas encourager le dépistage en premier lieu afin de travailler dans un lieu de travail libre de danger? De plus, de cette façon, il n'y a aucune discrimination. Ça revient, entre autres, là, à la mesure la moins attentatoire. Là. Donc oui, s'il y a moyen de faire tester les travailleurs, encore là, d'avoir des mesures barrières de la distanciation physique, etc., mais ce n'est pas nécessairement pertinent d'obliger les travailleurs à se faire vacciner. On comprend puis on encourage la vaccination, évidemment. Par contre, il va toujours avoir un nombre de récalcitrants qui ne voudront pas se faire vacciner. Puis ces personnes-là, ils ont quand même accès à d'autres mesures de prévention qui ne sont pas nécessairement de la vaccination, puis encore moins la vaccination exigée par l'employeur ou obligatoire. Puis d'ailleurs, avant qu'on ait des vaccins, c'était ça, la mesure de prévention, c'était les tests de dépistage. Les travailleurs de la santé, c'était un nombre de fois par semaine. Puis les travailleurs du secteur minier en fly-in, fly-out, c'était en arrivant de l'aéroport. Puis différents milieux de travail où c'était la mesure de prévention
tout le temps qu'on a entendu le vaccin, qui a été quand même au-dessus d'1 an, bien, ça, c'était une mesure qui était déjà en place. Donc, pourquoi ne pas continuer avec ces mesures-là qui sont moins attentatoires? Encore là, il y a un autre parallèle à faire aussi par rapport aux tests de dépistage là, avec les politiques de drogue et alcool. Ce qui est particulier avec la COVID, qui n'existe évidemment pas dans les politiques de drogue et alcool, c'est que la COVID peut être contractée et transmise de façon asymptomatique. Donc, il y a évidemment des critères différents puis des parallèles qui s'appliquent plus ou moins là, par rapport à un virus versus un problème de dépendance. Là. Mais c'est tout à fait pertinent encore là, de faire ce parallèle-là aussi. Merci. Puis peut-être juste avant de passer au mot de la fin, à moins qu'il y ait d'autres questions, je veux juste rajouter parce que, la FTQ a également sorti une lettre mémoire là, sur la vaccination obligatoire, puis dans le milieu de travail. Puis nous autres aussi, ce n'était pas nécessairement le secteur SST qui était en charge de ça, mais j'ai été consultée. Puis le chose à tenir en compte aussi, c'est que la vaccination obligatoire dans un contexte d'une urgence sanitaire, et c'est qui déclare l'urgence sanitaire et a plus de pouvoir dans ce cas-là, c'est la santé publique. Donc, et c'est là peut-être la distinction à faire entre qui exige la vaccination obligatoire. Est-ce que ça devrait être la santé publique dans un contexte d'urgence sanitaire et non un pouvoir que l'on donne aux employeurs, là. C'était aussi cette réflexion-là qu'on se faisait là, au niveau de la FTQ. Peut-être une dernière question avant le mot de la fin. Vas-y. Olivier Boutotte du SCFP 3187. Notre section locale a décidé de publier une proposition favorable à la vaccination, suite à quoi l'employeur a emboîté le pas, peut-être uniquement pour garder la face. Est-ce à propos d'en faire la recommandation dans son rôle de prévention ou bien un faux pas? Nous sommes basés sur la science pour motiver cette prise de position, sachant que ça pourrait polariser certains de nos membres. Mais si je comprends bien la question c'est est-ce que, dans le fond, le syndicat a bien fait de faire cette recommandation-là? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu peux répéter, Daniel? Oui, exactement. C'est ça qui... Mais en fait, c'est une question un peu difficile. Je pense que le syndicat a un rôle à jouer. Je pense que c'est une chose aussi de dire qu'on va encourager la vaccination. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on encourage la vaccination qu'on ne défendra pas nécessairement les gens qui, pour X, Y raison qui leur appartient, vont refuser ou ne peuvent se faire vacciner. Fait que je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte. Oui, je pense que c'est important de se positionner en faveur de la vaccination. Maintenant, je pense que syndicalement aussi, ça ne limite pas le fait qu'on va représenter les travailleurs, les travailleuses qui ne peuvent pas se faire vacciner ou qui refusent de le faire, puis on va défendre leurs droits, puis qu'on va analyser leur dossier au cas par cas également. Merci. Parfait. Donc, ce serait le temps du mot de la fin. Donc, peut-être Geneviève, si tu veux te lancer. Merci. La COVID nous a montré que aucun de nous était en sécurité tant que tout le monde ne l'était pas. Puis certaines personnes étaient plus vulnérables, pas seulement à cause de leur état de santé, mais aussi parfois à cause de la nature de leur relation d'emploi. Les travailleurs d'agence, par exemple, qui ont été envoyés dans des CHSLD, puis qui avaient peu de moyens de poser des questions, de revendiquer, qui parfois ont été mal protégés, puis qui ont ramené la maladie dans leur communauté, etc. Puis bien, ça augmente la circulation de la maladie, puis ça a fait d'autres contaminations auprès d'autres travailleurs, d'autres familles, etc. Donc, je pense que c'est comme une leçon là, d'un besoin de solidarité envers les gens qui sont vulnérables, parce que cette fois-ci, c'est clair que ça l'est toujours, mais là, c'est encore plus clair que aujourd'hui, j'avais mes écouteurs Smoothie Alert en santé, tous dans notre société. Il y en a quelques-uns qui sont laissés. Donc, je dis ça pour les travailleurs et travailleuses d'agence qui sont un petit peu mieux protégés peut-être maintenant avec l'adoption de la loi 59, un petit progrès de ce côté-là, puisque l'agence ne pourra plus se décharger
par contrat de ses responsabilités en matière de prévention vers l'entreprise cliente par contrat. Il ne devrait pas y avoir une clause de contrat qui dit, ben là, moi, ça je m'en occupe plus, c'est toi qui t'en occupe. Le bout qui n'a pas été fait, malgré des amendements qui ont été proposés, c'est de dire que les entreprises clientes avaient toutes les responsabilités qu'un employeur a aussi par rapport aux travailleurs d'agence. Et donc là, pour moi, ça, c'est parmi les gens les plus vulnérables. Avec la réforme de notre régime, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la décortiquer, mais on voit une certaine extension des mécanismes de prévention à des nouveaux milieux de travail. Donc, l'identification des risques qui devient obligatoire pour tous les employeurs. Dans le fond, ça l'était déjà d'une certaine façon par l'article 51, puis ça ne l'était pas automatiquement fait, loin de là. Puis des comités de santé et sécurité, des représentants santé et sécurité, donc un nouveau nom pour le RP. Puis dans les petites entreprises, moins de 20, des agents de liaison. Donc tout ça, ce sera mis en place progressivement là, à partir du 6 avril, mais c'est transitoire parce qu'il y aura des négociations au conseil d'administration de la CNESST pour établir les moyens dont disposeront ces mécanismes-là, entre autres les heures de libération, le nombre de membres de comité, la possibilité de comités, de programmes multi-établissements, les conditions pour ça. Pour l'instant, c'est dans la loi. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens de faire entendre leurs droits. C'est les non-syndiqués en particulier. Puis, ils sont beaucoup dans les secteurs qui vont devenir couverts. Beaucoup de femmes aussi, dans le secteur privé, la majorité des femmes ne sont pas syndiquées. Les secteurs qui étaient déjà désignés prioritaires, ce sont des secteurs majoritairement masculins, industriels, probablement plus fortement syndiqués. Donc, ben là, vous avez un travail dans cette négociation-là, de faire en sorte que les conditions soient les meilleures pour les gens qui seront couverts maintenant, puis défendre aussi les acquis des secteurs qui étaient déjà priorisés. Puis en le faisant, ben, vous protégez aussi les non-syndiqués. Fait que gros mandat. Donc, comme je l'ai dit, ben, la pandémie nous a montré que on n'était jamais bien protégé si tout le monde ne l'était pas, y compris les plus vulnérables. Donc, voilà, c'était mon mot de la fin. Merci. Julie? Oui, je vais être bref, mais ce que Geneviève dit, ça me suscite évidemment d'autres réflexions, puis les échanges qu'on a eus avec la salle aussi, avec les participants. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne comme mot de la fin, c'est vraiment que le meilleur outil qu'on a pour se protéger, que ce soit contre la COVID ou contre n'importe quel autre risque qu'on a dans notre milieu de travail, c'est la participation des travailleurs. C'est le leadership syndical qu'on peut avoir dans nos milieux de travail. Puis, il va falloir s'outiller là, par rapport à la loi 59. Nous, au Métallo, on va perdre énormément de moyens de prévention qu'on avait dans nos milieux de travail, mais ça va être d'aller démontrer la pertinence du travail qu'on a fait dans le contexte de la COVID pour s'assurer qu'on garde ces leviers-là d'action qui sont autant bénéfiques aux employeurs qu'aux travailleurs, là, soit dit en passant. Les employeurs en bénéficient de faire de la prévention, ça leur coûte moins cher en indemnisation, ça leur coûte moins cher pour toutes sortes de raisons. Mais le maintien de ce paritarisme-là, puis de la participation des travailleurs pour assurer l'adhésion des gens aux mesures de prévention, encore là, ça peut s'appliquer à n'importe quel autre risque, pas seulement qu'à la COVID. Puis aussi à quel point c'est primordial de s'impliquer pour amener des changements positifs dans nos milieux de travail. Ce serait le mot de la fin que j'aurais pour nous aujourd'hui. Merci, Sophie. De mon côté, en fait, je voulais souligner le fait que ça va être important de suivre justement toute la question de la réglementation en matière de prévention qui a été référée à la CNESST là, par rapport à la loi qui vient d'adopter, la loi 59. Il aurait été souhaitable, selon moi, que le ministre, dans sa réforme, interviennent pour augmenter d'emblée les mécanismes de prévention. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, je pense que ça va être important de suivre là, dans les prochaines années, parce que oui, ça va prendre des années, mais l'implantation de ces mécanismes-là, puis de faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour faire accroître les mécanismes de prévention pour que justement il y ait plus de travailleurs, travailleuses qui soient couverts, mais également pour augmenter ces mécanismes-là dans une loi où, quand elle était adoptée, était une loi sur laquelle là, qu'on pouvait être fier, une loi qui était un modèle, puis que malheureusement, en matière de prévention, on peut plus prétendre à ça. Donc, je pense qu'il va falloir le faire autant au niveau de la négociation dans nos conventions, de mettre l'accent sur la prévention, mais également là, politiquement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer que les règlements en matière de prévention reflètent la réalité puis protègent adéquatement les travailleurs et travailleuses dans le futur. Merci. Merci à vous trois de vous être prêtés au jeu. C'est grandement apprécié, surtout avec un sujet comme ça qui est en constante évolution. Donc,